racontez-moi un petit peu comment elle a commencé, la Maya, quand elle était au Creux de Janto, ensuite elle a fait de la navigation. Donc cette période-là, pour elle, était, je veux dire, très importante aussi, la découverte de la navigation. C'est vraiment la navigation qui lui a fait connaître le monde, littéralement, concrètement, parce que ayant passé son enfance à pratiquer beaucoup le bateau au Creux de Janto, avec son ami Miette de Saussure, elle a peu à peu, cherchant un sens à sa vie, été de plus en plus portée à vouloir devenir navigatrice. Et dans des épisodes de sa carrière de navigatrice, elle a rencontré, jusqu'à devenir une grande amie, euh, Alain Gerbaud, qui était l'un des premiers avec Slocum à faire le tour du monde seul. Et cette amitié a joué un très très grand rôle à tout point de vue, aussi bien pour trouver plus tard un éditeur pour Ella que pour rêver du monde. Et alors elle a commencé à rêver d'un monde qui soit un ailleurs, et cet ailleurs, elle le fixait évidemment sous l'influence d'Alain Gerbaud en Océanie. Elle l'imaginait à Tahiti, mais comme il correspondait, et que Alain Gerbaud, à mesure que les années passaient, disait que tout se détériorait et devenait banal même à Tahiti, elle a viré et s'est intéressée plutôt au centre de l'Asie plutôt qu'au centre de l'Océanie. Mouchez-vous déjà, puis comme ça on va. Vous avez une petite voyance sous le nez. Ensuite, donc, elle est allée, sauf erreur, à Moscou. Donc on va passer un petit peu plus rapidement si on veut. Mais racontez-nous comment je pense que c'est d'abord à Berlin qu'elle a rencontré les Russes, et ensuite un milieu russe notamment, et ensuite cet épisode de Berlin, on peut en parler un petit peu, qu'est-ce qu'elle a fait à Berlin? Oui, mais il faut qu'on se... Je ne l'ai pas connu, évidemment, en 1913 ni en 1923, mais il faut s'imaginer une très belle plante, une femme qui était très physiquement extrêmement impressionnante et qui avait en elle une force non seulement physique, mais aussi, je dirais, mentale. Seulement, ça n'apparaissait pas à l'époque. Elle parlera toute sa vie, au fond, de l'état d'indécision dans lequel elle s'est trouvée au début de sa vie, avec différentes possibilités. Elle est devenue une sportive de premier rang, et sa vie aurait pu être celle d'une championne absolue avec la navigation, avec le ski. Elle a participé aux Jeux Olympiques, c'était une grande figure. Mais elle ne faisant pas d'études universitaires, ce qui plaît aux familles à Genève particulièrement, qu'allait-elle devenir? Et alors elle a songé, à cause de son aspect physique, à cause d'yeux bleus extraordinaires, et qui jusqu'à 80 ans séduiront, impressionneront ou cloueront le bec de ceux qui ne sont pas du même avis qu'elle. Avec ses yeux bleus, elle avait une carrière éventuelle de cinéma, et particulièrement en Allemagne. Et c'est pour ça qu'elle s'est retrouvée à Berlin, dans les studios où travaillait Marlène Dietrich. Et puis après, au fond, ce qu'elle dit clairement dans l'entretien que nous avons eu qu'on entendra ailleurs, c'est qu'elle appartenait à une génération qui avait été complètement dégoûtée, je dirais, de l'humanité à cause des violences et des morts de la Première Guerre mondiale. Et il s'agissait de foutre le camp, pour parler français. Et à ce moment-là, ce départ, au fond, lui faisait fuir tout ce qui était la carrière ordinaire des gens de son époque. Alain Gerbaud, il a foutu le camp littéralement sur le tour du monde avec son bateau. Elle appartenait à cette génération-là qui cherchait désespérément quelque chose. Et alors la révolution russe est apparue comme quelque chose d'extraordinaire. Elle ne s'intéressait absolument pas à la politique en tant que telle, dans le domaine des idées.
mais elle était passionnée de voir les choses concrètement et de près. Là, peut-être, avait été un petit peu son sang danois, sa mère était danoise, où on n'est pas tellement métaphysique, encore qu'ils ont Kierkegaard au Danemark. Mais en attendant, ce n'est pas du tout pour les idées révolutionnaires, mais c'est pour voir de quoi avait l'air un pays révolutionnaire, qu'elle était, avec très très peu de moyens, de Berlin à Moscou. Pourquoi? Parce que Berlin, après la révolution russe, était pleine de Russes. Elle avait appris un peu le russe et c'est comme ça qu'elle est arrivée là-bas. Et puis quand elle était en Russie, elle a été assez maligne pour s'inscrire dans les clubs de sport à Moscou, ce qui était très très habile de sa part, parce qu'à ce moment-là, elle a voyagé avec les jeunes Russes, alors que même qu'elle habitait dans une famille qui s'appelait Tolstoï, comme par hasard, et qui n'amenait pas à grand-chose du point de vue des contacts. En revanche, elle a pu accompagner des Russes qui allaient grimper dans les montagnes jusqu'à la frontière de l'Asie centrale, donc les monts Célestes, et elle les accompagnait, et quand ils étaient près du but, c'était une femme, donc elle n'avait pas à les suivre en haute montagne, et c'est seule et contre les Russes avec lesquels elles étaient, et en ayant des douves de tonneaux comme ski, elle était à la conquête du sommet de ces montagnes à la frontière de l'Union soviétique et de la Chine. Donc elle avait fait des choses déjà extraordinaires. Et quand elle est revenue à Paris, elle a rencontré, comme le fait souvent, Alain Gerbaud, le grand navigateur, qui était chez son éditeur, qui était Bernard Grasset, qui était un des plus mordants des éditeurs d'époque. Et quand il a entendu les récits d'Ella, il a dit « c'est extraordinaire ce que vous avez vécu en Russie. Vous devriez raconter ça. » Elle a dit « mais je ne sais pas écrire. » Elle croyait qu'elle ne savait pas écrire. Et le fait qu'elle ne sache pas écrire va faire sa force d'écrivain, parce qu'elle a dit exactement ce qu'elle avait vu, avec un scrupule de l'exactitude et une sorte de mordant, le même mordant qu'elle avait pour arriver au sommet d'une montagne à ski, elle l'avait pour essayer de se vaincre, pour dire exactement ce qu'elle avait vu. Il y avait déjà là ce qui permettait d'aller très loin quand on est voyageuse. Et puis, je sais que son livre sur la jeunesse russe a fait créer un mini scandale à Genève quand c'était sorti, parce que le milieu intellectuel voulait qu'elle critique un peu plus le côté politique. Mais c'est absolument évident, il était impossible en Occident de faire un portrait de ce qui se passait en Russie sans qu'on sache si oui ou non la révolution était un scandale ou une merveille. Pour elle, c'est ni une merveille ni un scandale, ce sont des faits. Il y a un côté quasiment, je dirais, scientifique dans le regard bleu d'Ella. Et là, si on s'interroge de savoir si c'est un bon écrivain, l'acuité de son regard, qui parvient à le débarrasser de tous les préjugés, fait que lorsqu'elle racontait des choses sur l'URSS, l'Union soviétique, à Genève, le fait qu'on ne pouvait pas savoir si c'était un éloge ou une condamnation était très gênant, particulièrement que ce ne fut pas une condamnation. Avant de parler de l'épisode de la Mandchourie, donc on pourrait parler des rapports entre justement Nicolas Bouvier, elle, comment vous les avez quels étaient ces rapports entre ces deux personnages? Il faut, disons, si on suit les choses un peu chronologiquement, se dire que le fait d'avoir été édité par Bernard Grasset, après avoir connu Alain Gerbaud, vous voyez comme toutes ces choses se tiennent, l'a propulsé comme une personne relativement connue en France, et à qui on a confié un travail auquel elle n'avait pas encore pensé, mais elle était toujours en quête de savoir ce qu'elle était. Qu'est-ce que je suis? Une voyageuse, c'est rien du tout, surtout à cette époque. Qu'est-ce qu'une voyageuse? Elle n'était ni ethnographe, ni autre chose. Donc tout à coup, on lui donne une mission de journaliste. Va pour journalisme, elle part pour la Mandchourie qui venait d'être conquise par le Japon. Alors je ne sais pas, parce que je ne les ai pas lus, des reportages qu'elle a donnés, qui étaient pour le Petit Parisien. En tout cas, ils n'ont pas laissé une trace impérissable. Mais ce qui a laissé une place impérissable, c'est qu'Ella Maillard rencontre en Mandchourie un journaliste anglais de premier ordre, Peter Fleming, et qu'ensemble, aussi dur et résistant et audacieux
au-delà de toute mesure. Ils se mettent ensemble. Alors tout le monde a cru, comme ils ont voyagé ensemble et dormi là, sur la même tente pendant 6 mois, ne croyez pas à l'idylle. Ils se charriaient tout le temps. C'était donc pas cet ordre-là. Mais c'était deux volontés qui se sont aidées pour un voyage que personne n'avait fait à l'époque et que personne ne fera pendant les dizaines d'années qui suivent. C'est-à-dire aller en Asie centrale sans passer par la route principale où les voyageurs étaient interdits, mais en passant après la montée par Xi'an et Lanzhou vers Xining, puis dans une région qui s'appelle le Caïdam, qui était au fond un passage intermédiaire entre les deux voies suivies généralement pour traverser d'ouest en est ou inversement l'Asie centrale. Et là, ils ont passé par des endroits tellement perdus que plus personne n'y avait accès et que personne ne régissait ce territoire sauf quelques bandits. Et ce qu'ils ont vécu, c'est de survivre dans des voyages tellement difficiles, dans des conditions tellement exceptionnelles, dans des endroits tellement inconnus, que leurs chevaux ou les chameaux eux-mêmes crevaient, mais eux tenaient toujours. Mais la grande Ella Maillard, elle apparaît dans toute sa dimension, je dirais, affective, spirituelle, ou disons spirituelle, qui englobe les animaux dans le monde qui doit nous être cher, à tel point qu'au moment où elle sent que son poney va crever, elle trouve un très beau petit endroit près d'une rivière pour lui accorder une paix et une faim dans des conditions les meilleures possibles. Et voilà, la mort de son ami, le cheval, étant organisée, elle a continué à pied, là où les chevaux ne passaient plus. C'est une histoire assez incroyable, et puis elle a tiré un livre de ça, qui a eu un retentissement assez important, et lui aussi, de son côté. Alors, les deux qui avaient fait ce voyage inouï et unique, je dirais pour un demi-siècle, ont écrit des livres avec des propos que quelquefois comme ça un peu cassants l'un sur l'autre, mais l'amitié est restée bien entendu, c'était des gens formidables. Deux fumeurs de pipe, parce qu'elle a fumé aussi la pipe. Alors ils ont évidemment été connus à cette époque-là. Et comme c'est Bernard Grasset qui a publié Oasis interdite, le récit de l'Asie centrale, on peut dire qu'elle a connu un succès considérable. Et son bouquin a été traduit en d'innombrables langues. Mais, par la suite, pendant la période de la guerre, elle était en Inde, et on pourra en parler après, mais quand on est revenu, elle n'était plus du tout aussi connue. Et elle a vécu avec le même problème qu'elle avait quand elle avait 20 ans. Qu'est-ce que je vais faire? De quoi puis-je vivre? Et il y avait besoin, très concrètement, de vivre. Et c'est à ce moment-là que je l'ai rencontrée et que je vais rééditer pratiquement l'ensemble de ses livres. Ce que je voudrais dire une chose, dans ce côté concret de cette femme, qui a aussi une dimension spirituelle. Elle était très concrète, et concrète d'une manière même autoritaire, c'est-à-dire qu'en travaillant avec elle, c'était pas de la rigolade, et si on faisait quelque chose mal, ou pire encore, si on ne le faisait pas, il ne fallait pas croire qu'elle n'allait pas s'en apercevoir. Et elle avait cette règle aussi très très stricte dans les grands voyages qu'elle a faits, en particulier avec Anne-Marie Schwarzenbach, c'est qu'elle n'était pas d'accord de se mettre en voyage avec quiconque n'obéissait pas à une règle d'or. Et cette règle d'or, c'est, que croyez-vous? 1 repas chaud par jour. Si son compagnon ou sa compagne n'était pas d'accord avec ça, elle ne partait pas. On a là toute l'expérience de la voyageuse, son caractère concret, ça montre qu'elle n'était pas dans les nuages. Au contraire, elle avait des pieds extraordinairement solidement posés à terre. Et elle savait qu'on ne vit pas une vie normale, même spirituelle, si on ne mange pas au moins 1 repas chaud par jour. Et on va peut-être parler un peu plus précisément du voyage avec Anne-Marie Schwarzenbach. Donc là, elle va de Genève à Kaboul, et puis elle pense pouvoir l'aider. Et vous pouvez me raconter un petit peu cette histoire-là? Alors, il y a une conjonction de deux vies légendaires, celle d'Anne-Marie Schwarzenbach et celle de la Maillard.
Comme par hasard, la vie d'Ella Maillard est faite de rencontres. C'était le cas de ce qu'on a vu avant. Elle était chez Tolstoï, enfin chez une famille Tolstoï à Moscou, elle a mis Alain Gerbourg, etc., etc. De nouveau, il y a cette conjonction. En Suisse allemande, la famille Schwarzenbach est richissime, et il y a une fille qui se drogue et qui est la copine des fils de Thomas Mann. Et de cela est né à la fois, sont nés des livres, et une sorte de vision du monde, et une sorte de mode à la fin du XXe siècle, qui en ont fait littéralement des personnages de romans. En réalité, ces deux femmes, Anne-Marie Schwarzenbach et Ella Maillard, étaient l'une et l'autre, l'une étant riche et l'autre très pauvre, des voyageuses, et puis elles se sont rendues compte qu'elles pourraient faire, comme on dit, quelque chose ensemble. Ce qui frappa Ella Maillard, elle me l'a dit elle-même, c'est évidemment qu'Anne-Marie était droguée. Et la santé fondamentale que vous avez comprise en m'écoutant parler d'elle, c'est-à-dire qu'avec tout ce qu'elle a fait, il y a un côté physique dans le sport, dans la haute montagne, dans le centre de l'Asie, etc., etc., ça lui était instinctif. Et en somme, elle avait, avec son côté autoritaire, elle avait vraiment je ne dirais pas une pitié, mais elle n'admettait pas qu'une femme de la valeur d'Anne-Marie Schwarzenbach, à côté de tout le charme et de la séduction qu'elle peut exercer, qu'elle cède à quelque chose qui manifestement allait lui faire un mal épouvantable, ce qui était vrai. Et alors elle était persuadée que si elle voyageait avec elle, elle arriverait à l'en sortir. Elle a cru à son traitement. Et les choses ont basculé quand, tout à coup, au Moyen-Orient, elle s'est aperçue qu'elle fuyait l'endroit où elle passait la nuit pour aller se droguer ailleurs. Alors ça, pour elle, c'est comme si la foudre lui était tombée dessus. Elle a dit, c'est raté. Je n'y arriverai pas. Et si ça n'arrivait pas, en somme, le rapport qu'elle avait noué avec Anne-Marie, dont elle espérait secrètement être la salvatrice, ne marchait pas. Parce qu'elle avait une voie du salut. Mais ça, c'est le côté spirituel qui va être approfondi pendant qu'elle est en Inde et dont on peut parler tout à l'heure. C'est un échec pour elle. C'est un échec. Sur le cœur, il y a des parties dans d'autres. Et chacune a raconté l'histoire à sa façon. Ouais. Et c'est comme ça que sont nées des œuvres classiques, helvétiques classiques du XXe siècle. Oui.